Bonjour à tous, bienvenue à cette quatrième capsule de votre cours d'algorithmique et programmation structurée, qui se trouve d'ailleurs à être la dernière du premier chapitre. Donc, on va conclure aujourd'hui le chapitre 1 avec les deux derniers sujets qui nous restent à voir. On va commencer avec les types de données, très rapidement, puisque vous allez revoir en détail cette matière-là dans votre cours de système d'exploitation, simplement pour que vous sachiez vos possibilités en ce moment dans le cours d'algorithmique. Vous savez déjà qu'une variable en C++ possède un type, c'est-à-dire que lorsqu'on veut utiliser une variable, il faut d'abord la déclarer et lui donner un certain type de données. Une fois que la variable existe, elle peut contenir des données de ce type-là seulement. On a vu jusqu'à présent seulement deux types de données que vous pouviez utiliser, soit le int et le float, respectivement pour placer des nombres entiers et des nombres décimaux. Vous avez sur le site de Prof d'Info, dans la case du cours d'aujourd'hui, juste après le lien vers cette capsule-là, un lien vers la page sur les types de données. Donc, c'est un tableau résumé qui vous montre les différents types qui sont disponibles pour vous en C++. Chacun d'entre eux a son nom, sa signification, occupe une certaine taille en mémoire, parce qu'on sait que chaque variable que vous déclarez a un espace en mémoire, puis va donc stocker une donnée dans cet espace-là. Et chaque type de donnée a une plage de valeurs possibles qui sont permises. Qu'est-ce qu'on peut mettre exactement dans chaque donnée? Donc, vous avez ici au centre le int qu'on utilise pour les nombres entiers depuis le début. Donc, le int occupe 4 octets en mémoire et peut donc stocker des nombres qui vont de, en gros, de moins 2 milliards à plus 2 milliards. Donc, c'est généralement suffisant pour la plupart de nos utilisations. Lorsqu'on veut stocker des nombres entiers, on peut stocker des très gros nombres. Si on veut, il existe des versions plus courtes et des versions plus longues des nombres entiers. Donc, on a le short int qui, lui, n'occupe que 2 octets en mémoire et qui peut contenir des nombres de environ moins 33 000 à plus 33 000. Et le char, qui signifie un caractère, qui, lui, n'occupe qu'un seul octet et va de moins 128 à 127. Donc, évidemment, ce sont des très petits nombres. Quelle serait l'utilité d'utiliser ces types de données-là plutôt que d'utiliser le int? Si on est absolument 100% certain que notre variable n'aura jamais besoin de contenir des nombres aussi gros qu'un int peut contenir, que ça pourrait entrer dans la plage de valeurs permises d'un short int ou d'un char, on peut utiliser ceux-là dans le but d'utiliser le moins d'espace en mémoire possible. Donc ça, on va faire ça si on a vraiment besoin d'optimiser l'utilisation de la mémoire, particulièrement dans des applications qui vont rouler sur des plus petites machines, des machines portables, des ordinateurs de bord d'une voiture ou d'un robot, quelque chose comme ça. Mais il faut absolument être certain que ça n'arrivera jamais qu'on dépasse ces valeurs-là. Sinon, ça risque de causer des problèmes. Donc, la grosse majorité du temps, d'utiliser le int fait l'affaire. Parce que lorsqu'on fait une application sur Windows, on a amplement de mémoire, puis on n'est pas à 2 octets près. Pour être sûr qu'on n'a pas de problème, on va souvent utiliser le int. Si on a besoin de plus long, notez qu'il existe le long int qui, en fait, est exactement pareil comme le int. Il était plus long dans le temps que les int contenaient 2 fois moins. À l'époque où les processeurs étaient en 16 bits, mais ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu ça. Donc, le long int, maintenant, ça n'a plus à grand-chose. Mais par contre, il y a le long int, qui, lui, regardez la gigantesque plage de données qu'il possède. Il va d'environ moins 9 trillions à plus 9 trillions. Donc, ça, généralement, ça fait amplement l'affaire. Notez que chacun de ces 5 types de données-là existe aussi en version unsigned, c'est-à-dire non signée. Une variable non signée ne peut pas contenir de nombres négatifs, donc elle n'a pas de signe négatif, c'est de là que ça vient le nom. Et à ce moment-là, va pouvoir contenir 2 fois plus de nombres dans les positifs. Par exemple, le char, au lieu d'aller de moins 128 à 127, si on le met en version unsigned, il va de 0 à 255. Donc, il peut contenir autant de nombres en tout, mais tous ces nombres sont décalés vers le positif. Donc, finalement, il se trouve à aller 2 fois plus loin dans le positif en sacrifiant les négatifs. Même chose pour le unsigned short int qui va de 0 à environ 65 000. Le unsigned int va de 0 à environ 4 milliards. Le unsigned long int aussi.
Et le unsigned long int va de 0 à environ 18 trillions. Donc ça aussi, c'est gigantesque. Si on sait qu'on n'aura jamais besoin de nombres négatifs dans notre variable parce que c'est des valeurs qui sont impossibles, on peut utiliser ces types-là pour pouvoir stocker des nombres encore plus gros. Donc voilà, ça c'est les types entiers. Il y en a 10 possibilités. Il reste ensuite les deux types pour les nombres décimaux. On a vu le float déjà. Qui utilise lui aussi 4 octets en mémoire, mais voyez la plage de données qu'il peut contenir. C'est des nombres qui peuvent être soit extrêmement petits avec donc une très 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 longue décimale précise ou très très gros, gigantesques. Mais notez qu'ils sont notés en numérotation scientifique, c'est-à-dire par exemple 3,4 fois 10 à la 38. Donc ce qui fait un gigantesque nombre, mais un nombre pas précis, parce qu'on ne peut pas stocker dans un float quelque chose comme, par exemple, 18 trillions, 446 milliards et ainsi de suite. Si on stocke un nombre très précis comme ça, on va perdre la précision, puis il va être un peu arrondi à ce qui peut entrer dans une notation comme celle-là. Donc, le float peut contenir des nombres soit très petits avec une très grande décimale ou soit très grands, mais dans les deux cas, on perd en précision. Vous allez voir dans votre cours de système d'exploitation pourquoi les impacts que ça a. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut utiliser un float pour mettre des décimales. Si on veut stocker des grands entiers, on serait beaucoup mieux d'utiliser des types entiers plutôt que le float pour ne pas avoir l'imprécision. Si on veut une partie décimale, on n'a pas le choix d'utiliser le float, mais vous allez voir qu'il y a toujours un risque d'imprécision, même pour des petits nombres. Le double, c'est exactement la même chose qu'un float, sauf qu'il utilise 2 fois plus d'espace en mémoire et a donc une plage impressionnante de moins 1,7 fois 10 à la moins 308 jusqu'à 1,7 fois 10 à la 308. Donc, c'est le même principe, soit des nombres avec une gigantesque partie décimale, donc des très 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 petits nombres, ou soit des très très gros nombres, mais encore une fois, imprécis et arrondis. Donc, vous allez voir ça plus en détail dans le cours de système d'exploitation. Le dernier, c'est le booléen. Ça utilise un seul octet en mémoire et ça sert à contenir une de deux valeurs possibles, vrai ou faux, ou true ou false en C++. Donc, c'est juste deux choix. Dans un bool, tout ce qu'on peut mettre, c'est soit true, soit false, rien d'autre. Ça va être utile dans bien des applications. À partir du prochain chapitre, on va vous montrer comment vous en servir. Donc, vous avez ce tableau-là sur Prof d'Info. Pour l'instant, c'est très correct de continuer à utiliser int et float. Vous pouvez utiliser double à la place de float si vous voulez pour un peu plus de précision. Mais le reste, ça dépend vraiment des applications si vous avez des raisons précises de vous en servir. Voilà, maintenant, le dernier morceau du chapitre 1, c'est les bibliothèques. Donc, le principe des bibliothèques, en fait, on en a déjà un peu parlé quand vous avez inclus la bibliothèque IOStream pour la première fois. Donc, une bibliothèque, c'est une collection de fonctions que vous pouvez utiliser une fois que vous avez inclus la bibliothèque dans votre programme, ce qui vous permet d'ajouter des fonctionnalités au langage C++ sans devoir coder vous-même toutes ces fonctions-là. Vous ne faites que les utiliser. Une fonction, en fait, c'est un peu comme un petit programme qui réalise une tâche précise qu'un autre programme va pouvoir utiliser pour lui demander de l'aide. C'est un peu comme le principe d'un sous-contractant. Imaginez par exemple que quelqu'un construit une maison, un contracteur construit une maison. Souvent, ce n'est pas lui qui va être capable de faire la plomberie ou l'électricité. Il va engager un sous-contractant qui va faire cette partie-là pour lui et lui va s'occuper du reste. L'électricien, par exemple, travaillerait pour le contracteur. Il réaliserait une tâche précise à l'intérieur de la maison et il viendrait quand le contracteur l'appellerait. Lui-même ne fait pas la maison en tant que telle. C'est le même principe avec les fonctions. Votre programme est un peu le contracteur qui fait la job au complet, mais qui va appeler une fonction pour faire une petite partie de la job dont il a besoin. Chacune des fonctions, en tant que petit programme, a elle aussi des intrants, des données qui lui sont fournies, qui vont entrer dans la fonction pour qu'elle puisse faire son travail, et il va avoir normalement un extrant qui va être le résultat de la fonction, la valeur de retour de cette fonction-là. Pour pouvoir utiliser une bibliothèque, il faut d'abord inclure cette bibliothèque-là au début de notre programme. Donc, on va utiliser le dièse include et le nom de la bibliothèque entre chevrons plus petit, plus grand,
comme on fait déjà pour le IOStream, qui nous fournit CIN et Cout, qui ne sont pas tout à fait des fonctions, mais bon, disons que pour l'instant, c'est un peu la même chose. On peut également inclure la bibliothèque CMAT, qui est une collection d'outils mathématiques fournis pour le langage C++. Quelques fonctions mathématiques qui sont disponibles, mais vous en avez une très courte liste, mais en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Ceux-là, c'est sûr que vous risquez d'utiliser le cosinus, le sinus, la racine carrée, l'exposant, finalement. Donc, je vous avais déjà parlé qu'il n'existe pas d'opérateur d'exposant en C++, mais il existe une fonction qui permet de faire une opération d'exponentiation. Vous avez aussi les logarithmes, logarithme en base 10. EXP, faire attention, ce n'est pas la même chose que l'exposant, c'est la constante E exposant quelque chose, donc c'est l'inverse d'un logarithme. Donc ça, c'est assez pointu, vous ne risquez pas de vous en servir souvent. Il existe tout un tas d'autres fonctions mathématiques dans cette bibliothèque-là. Vous avez un lien sur PowerPoint que vous pouvez aller consulter pour voir l'ensemble de tout ce qu'il y a là-dedans. Il faut faire attention, les fonctions trigonométriques utilisent toutes des angles en radians. Donc, quand vous faites le cosinus d'un angle, vous devez lui fournir, par exemple, l'angle en radians et non pas en degrés. Donc, si vous faites le cosinus de 90, croyant faire le cosinus d'un angle de 90 degrés, il va faire le cosinus d'un angle de 90 radians, ce qui n'est pas ce que vous voulez. Donc, 90 degrés, ça serait pi sur 2 en radians. Donc, rappelez-vous de vos mathématiques de secondaire 5. Donc, comment on fait pour utiliser une fonction? Bien, je vais reprendre mon exemple que j'utilise depuis le début de la sphère. Je vais décommenter cette partie-là. Donc, vous vous rappelez que dans notre calcul de sphère, on avait le rayon au cube qu'on a utilisé simplement au départ en disant on va faire rayon fois rayon fois rayon, ce qui va faire le rayon au cube d'une façon un petit peu simpliste, mais bien correcte. C'était parce qu'à ce moment-là, on ne connaissait pas l'utilisation des fonctions. Là, maintenant, je sais qu'il existe une fonction qui s'appelle pow, qui permet de faire un exposant, pow pour power. Pour l'utiliser, je vais rajouter dans mes inclusions de bibliothèque un include de la librairie CMath. Donc voilà, je n'oublie pas de l'inclure si je veux pouvoir utiliser ces fonctions. À partir de là, ces fonctions-là me sont disponibles. Comment je vais faire pour faire appel à la fonction? Bien, la fonction, on sait qu'elle s'appelle pow et elle a besoin de deux intrants. Ces deux intrants, ça va être quel nombre mettre en exposant et l'exposant combien. Donc, par exemple, je vais mettre le rayon au cube, mais le premier nombre, ça va être le rayon, et le deuxième nombre, ça va être 3 pour le mettre exposant 3, soit au cube. Comment je fais pour lui donner ces intrants-là? Bien, les intrants sont passés entre parenthèses après le nom de la fonction. Donc, par exemple, j'écris le nom de la fonction pow et j'ouvre les parenthèses pour lui passer les intrants dont elle a besoin. Elle a besoin de deux intrants, donc je vais faire une liste de deux éléments. La base, qui est rayon, et séparé par une virgule, l'exposant, qui est 3. Je ferme la parenthèse, donc j'appelle ici la fonction pow en lui disant « je te passe une base rayon » et mets-le à cet exposant-là que je te passe aussi 3. Les fonctions peuvent avoir un certain nombre variable de paramètres, c'est-à-dire des intrants qu'on veut passer à la fonction. Il peut y en avoir juste un, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir 3, 4, 5, il peut y en avoir aussi aucun dans certains cas. Ce qui est sûr, c'est que peu importe le nombre, même s'il n'y en a aucun, on va mettre les parenthèses. S'il n'y a pas de paramètres à lui passer, on va laisser les parenthèses ouvertes et fermées comme ça pour indiquer au compilateur « ceci est une fonction ». S'il y a des intrants ou des paramètres à passer, on les met entre les parenthèses et s'il y en a plus qu'un, on les sépare par des virgules. Ça va nous permettre donc d'appeler pow ici en lui passant les intrants dont il a besoin. Lui, il va dire « OK, j'ai reçu une base, j'ai reçu un exposant, je fais le calcul et je te retourne la réponse. » Cette réponse-là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Comment elle va nous être retournée? Pour l'instant, elle nous est retournée comme une valeur de retour de la fonction et nous, on ne fait rien en ce moment avec. Si on ne fait rien avec, on l'a perdu. C'est comme si on demandait à la fonction « fais un calcul », mais oublie la réponse immédiatement après. De la même façon que lorsqu'on fait des calculs avec des expressions arithmétiques, on veut stocker le résultat de l'expression arithmétique dans une variable. Bien, ici, on va vouloir stocker
le résultat de la fonction dans une variable. Par exemple, on pourrait le stocker dans la variable rayon au cube, évidemment, qu'on devrait avoir déclaré au préalable. Donc, je me déclare une variable rayon au cube de type float, et celle-ci peut contenir quelque chose, et elle va contenir le rayon mis au cube. Et une fois que ça c'est fait, je peux remplacer ma triple multiplication ici par l'utilisation de rayon au cube. Donc, 4 divisé par 3 fois pi fois le rayon au cube, ça me donne bel et bien mon volume. Le rayon au cube a été calculé précédemment en utilisant la fonction power qui prend le rayon et qui le met exposant 3, qui reçoit son résultat. Donc, c'est très important quand on appelle une fonction de savoir, premièrement, combien de paramètres on doit lui passer. Deuxièmement, quels paramètres on doit lui passer et dans quel ordre. L'ordre est extrêmement important. Si j'inverse l'ordre des paramètres par erreur, je vais obtenir le résultat opposé. Donc ici, il mettrait 3 exposant le rayon. Donc, si mon rayon est 2, bien, il va faire 3 exposant 2. Ça va me donner 9, plutôt que 2 exposant 3, qui me donnerait 8. Donc c'est très important de respecter l'ordre des paramètres. Ils doivent être passés dans l'ordre que la fonction s'attend de les recevoir. Si on veut savoir exactement qu'est-ce qu'elle s'attend de recevoir, on peut aller vérifier en ligne sur le lien que je vous ai donné tout à l'heure ou sur beaucoup d'autres liens qui existent, ou on peut, lorsqu'on ouvre la parenthèse, vérifier ici ce que Visual Studio nous propose. Il va nous donner double X puis double Y. Bon, ça veut dire qu'elle s'attend à recevoir des nombres de type double, le X puis le Y. On peut lui passer de différentes façons. On peut lui passer aussi en float. Donc, on voit un peu les différentes choses qu'on peut lui passer. Ça ne nous dit pas nécessairement qu'est-ce que c'est censé être. Dans le cas où c'est X et Y, ce n'est pas très clair. Donc là, il faut aller consulter la documentation. Parfois, les noms des paramètres sont clairs, puis ça devient très évident juste en lisant ça. Ensuite, l'autre chose dont il faut s'assurer, c'est qu'on fait quelque chose avec le résultat. Si je laisse ma ligne comme je l'avais faite au début, en disant je fais power de rayon, virgule 3, bien là, je me retrouve avec ça. Je lui fais faire un calcul qui oublie aussitôt, puis j'ai fait ça absolument pour rien. Donc, il faut s'assurer qu'on en fasse quelque chose. Soit on le place dans une variable, ou l'autre possibilité, c'est plutôt que de le mettre dans une variable et tout de suite après utiliser la variable, j'aurais pu mettre directement l'appel de la fonction ici, dans mon expression arithmétique. Puis là, à ce moment-là, j'aurais enlevé ça ici. Donc ça, c'est possible aussi. Si on n'a pas besoin de conserver ce résultat-là, mais qu'il est juste utilisé dans un autre calcul plus grand, et que ce qu'on veut conserver, c'est le résultat de ce plus grand calcul-là, on peut le faire comme ça. On n'a pas absolument besoin de se souvenir du rayon au cube. Ce qu'on veut mémoriser, c'est le volume au complet. Donc on va faire 4 divisé par 3 fois pi fois le résultat de power auquel on aura passé rayon et 3. Donc à ce moment-là, on économise une variable. Il n'y a aucune des deux méthodes qui est considérée meilleure que l'autre. Si vous avez besoin de ce résultat intermédiaire-là dans plusieurs calculs, mais là, à ce moment-là, ça vaut la peine de le stocker dans une variable pour ne pas rappeler la fonction power à chaque fois. Si vous en avez besoin juste une fois, le fait de le mettre dans une variable intermédiaire, ça peut aider à clarifier le calcul. Ça rend tout ça plus facile à lire. Ou sinon, ben, si on le place directement ici, ça économise une variable puis ça rend le code plus court. Mais le plus important, ce n'est pas nécessairement que le code soit le plus court possible. Il faut que ce soit le plus clair possible. Dans ce cas-ci, je dirais que les deux sont très clairs. C'est une question de choix personnel. Donc, avec la librairie CMath, vous aurez accès à plusieurs fonctions mathématiques qui risquent de vous servir. Les plus courantes étant cos et sin et également tan, donc pour la tangente. Pour les fonctions trigonométriques, quand c'est utile, la racine carrée, square root, qui est extrêmement pratique, et l'exposant, pow, qui est aussi très utilisé. Donc, vous pouvez aller explorer là-dedans et vous aurez besoin de certaines de ces fonctions-là dans certains des exercices qui suivront.